Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Goodberry. Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leurs réussites et leurs échecs. Et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture ou le sport, avec toujours le Berry comme point commun. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Clément Sapin, qui est agent artistique et directeur du festival Les Intemporels. C'est avec une base solide de musique classique, construite au fil de sa pratique et de ses études, que Clément est armé pour que son métier tourne autour de la musique. Et c'est une rencontre avec l'accordéoniste Félicien Bru qui va le diriger vers une carrière d'agent artistique. Souvent à Paris, où la vie artistique se concentre, Clément reste très attaché à sa ville d'Argenton-sur-Creuse, colonne vertébrale d'un engagement très local. C'est une conversation au coin du jardin où on a parlé du Requiem de Mozart, de Claude Debussy et d'accordéon, et des intemporels, mais où l'on a évoqué aussi le Berry, les machines à bière ou Barry Lyndon. Voilà, je vous embarque à la découverte de Clément Sapin, un homme qui transforme sa curiosité en rencontre. Goodberry, c'est parti. Bonjour Clément. Bonjour à toi. Je suis ravi de t'accueillir sur le podcast. Eh ben, je suis ravi que tu m'accueilles sur ton podcast. On est à Argenton, ça c'est ta ville ? C'est ma ville, oui presque natale. Je suis pas né à Argenton, je suis né à Nanterre, mais j'ai vraiment grandi, j'ai fait mon école maternelle, mon école élémentaire, mon collège, mon lycée, et pas d'études supérieures parce qu'on n'accueille pas encore d'université à Argenton. Mais voilà, je suis parti en études supérieures à Tours, puis à Bordeaux, puis à Paris. Et puis je suis revenu ici. D'accord. Comment tu qualifierais ton enfance ici ? Heureuse. Ouais. Oui, heureuse. Oui, vraiment. Oui, j'en garde un souvenir. Oui, c'est plus qu'un souvenir parce que j'y vis encore, mais oui, c'est quelque chose qui m'étreint à Argenton. Je garde que des très bons souvenirs et j'ai envie un peu de rendre l'enfance heureuse que m'a donné Argenton. Donc, ouais, j'ai plutôt une enfance heureuse. Comment tu qualifierais ta ville ? D'humaine, je crois. Ouais. Par son dimensionnement d'abord, parce que c'est une ville où il y a 5000 habitants. Alors après, si on compte Saint-Marcel et le Pêchereau, c'est un bassin de vie de 9000 habitants. Mmh. Donc il y a une proximité qui est très agréable. C'est comme une sorte de grande famille. Enfin, je le prends un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on y croise forcément des gens qu'on connaît. Je trouve qu'il s'y passe énormément de choses pour le nombre d'habitants. Je trouve qu'il y a plein de personnes avec des magnifiques initiatives, avec un bel esprit d'entreprendre, de faire, d'être en action, que ce soit dans le monde associatif, monde sportif, monde culturel. Donc elle est humaine et active. Ouais. Voilà. Ok. Et quand t'es petit, t'as un rêve d'enfant, toi ? Qu'est-ce que tu voulais faire ? C'est une très bonne question. Quand j'étais petit, après il y a toujours la figure des parents. Alors ma mère est médecin, mon père est un homme politique, a été un homme politique d'envergure. Donc forcément on est toujours attiré par les figures de ses parents. Mais je me suis découvert très tôt, grâce à la discothèque de mon père, qui est une grosse discothèque classique, de musique classique. Il écoutait beaucoup de musique classique, il écoute encore beaucoup de musique classique. Et ça a été ça a été un jardin secret en fait, ce monde de la musique. Et c'est vraiment un monde que je me suis constitué par moi-même, parce que j'ai une famille qui est absolument pas musicienne. Mon père est mélomane, mais encore faut-il qu'il chantonne pas et qu'il essaye pas de faire des percus parce qu'il est quand même très, très médiocre. Mais donc ça a été mon petit jardin à moi que je me suis cultivé et j'en ai fait mon métier. Donc je crois qu'assez vite quand même, oui, je me suis rêvé rockstar, je me suis rêvé artiste, je me suis rêvé... Oui, je pense que c'est ça, gamin, ce que j'étais. Je faisais du piano, je voulais être un grand pianiste. Peut-être plus artiste, oui, dès le départ. Sur une base classique, au départ. Et oui, j'ai vraiment une appétence pour la musique classique dès le départ. Alors après, j'ai tout de suite évolué vers d'autres musiques. L'adolescence, on a son groupe de rock, le lycée aussi. Et puis après, je suis allé en musicologie pendant mes premières années d'études. Donc oui, j'ai toujours eu un intérêt pour la musique classique et l'histoire de la musique en général. Ça m'a toujours énormément intéressé. Donc oui, je crois que mon amour de la musique vient de la musique classique. Il y a des œuvres qui t'ont impressionné ? C'est Mozart. Ouais, vraiment Mozart. Je trouve qu'il a une accessibilité, justement quand on est enfant, quand on découvre la musique et qu'on part de Mozart, je trouve que c'est assez incroyable parce qu'en plus Mozart, quand on voit son histoire, son parcours, que c'est un enfant prodige, qu'il a composé ses premières œuvres, alors certes
ça fait partie des légendes, mais à 4 ans, etc. Voilà, c'est un vrai prodige de la musique qui a composé très tôt, qui a tourné partout en Europe avec sa famille et sa sœur qui étaient des instrumentistes de génie l'un et l'autre. Voilà, il y a ce côté quand on est enfant et qu'on découvre la musique, qu'on découvre ce compositeur, et même dans sa musique même, je trouve qu'elle est très accessible en fait. Et en même temps d'une subtilité folle. Donc j'ai découvert les opéras de Mozart, j'ai découvert les sonates pour piano, j'ai découvert les symphonies, et puis en plus c'est une œuvre infinie, quoi. C'est quand même un compositeur extrêmement prolifique. Donc je crois que c'est ce compositeur, cette porte d'entrée là qui m'a emmené. Il y a une œuvre en particulier? Les plus saisissantes pour moi, c'est les ouvertures d'opéra. Je crois vraiment ça m'a. Alors après, il y a les opéras en eux-mêmes et les ouvertures de Figaro, de Don Giovanni, cette ouverture absolument fantastique. Et puis après, il y a le Requiem, évidemment, qui est saisissant. Et pareil, toujours par rapport à l'histoire, parce qu'on sait que c'est aussi sur la fin de sa vie. On ne sait pas trop comment elle a été composée, etc. Si elle a été plus ou moins écrite. Par des alors je sais pas si on appelle ça des nègres quand c'est de la composition musicale, mais en tout cas des personnes qui l'ont aidé à finir cette œuvre. Elle est partielle, elle est inachevée, elle est en quelque sorte inachevée, mais même dans la composition même, mais elle a un truc, enfin oui, elle a une puissance, cette œuvre, je trouve assez incroyable. Et donc tu apprends le piano jeune? Et donc du coup j'apprends le piano à partir de 5 ans. Ah ouais, t'as des souvenirs? Ah oui, j'ai des souvenirs de moi sur le piano à essayer de... J'ai commencé le piano, c'était... oui, j'ai ce souvenir-là. Ce qui était laborieux, c'était le solfège. Ouais. Voilà, mais je crois que comme tout enfant qui débute la musique en conservatoire. Donc j'ai appris le piano très classiquement, avec le solfège, les partitions. Et c'est un peu plus tard qu'après j'ai eu la crise comme beaucoup, c'est-à-dire que le solfège devient imbuvable quand on a 12, 13, 14 ans. On n'a plus envie de... on n'a plus envie de lire la musique, ça nous fatigue. Et à ce moment-là, je me suis défait des partitions et c'est là où j'ai redécouvert le piano, je pense, et où j'ai commencé vraiment à... C'est là où pour moi j'ai commencé vraiment à jouer du piano, puisque j'ai commencé à improviser. Et c'est ce monde de l'improvisation qui m'a définitivement convaincu sur mon amour de la musique, parce qu'en fait, quand on se détache de la partition et qu'on découvre l'improvisation, on se dit que c'est un monde infini, quoi. Complètement infini, interminable. Et à ce moment-là, tu veux te produire? Et à ce moment-là, oui, je me rêve de me produire, oui. Oui, enfin, pas tout seul, hein, mais oui, je rêve d'écrire des musiques, j'en écris un peu, enfin voilà, j'en compose sur mon clavier. Bon, après, ça reste... J'ai toujours dit... maintenant, avec le recul, je suis plus pianoteur que pianiste, parce qu'aujourd'hui, je travaille pour des artistes de musique classique et dont des pianistes qui sont absolument incroyables, enfin, qui ont un talent fou. Donc je regarde ça avec un recul une certaine modestie, parce que c'est des monstres. Et donc voilà, maintenant je me dis plus pianoteur, et j'improvise toujours, je compose toujours, mais de façon très très modeste, en me disant que c'est mon infime petite part à la musique, et donc je me produis à la postérité. C'est ça, j'aurais sans doute pas. Je travaille à la postérité des autres, mais pas à la mienne en tout cas. Je me produis à Argenton encore aujourd'hui, voilà, avec des groupes. Mais c'est vraiment, en fait, la musique dans la pratique pour moi est restée un plaisir, en fait. Et d'ailleurs, j'ai choisi à un moment donné d'en faire simplement un plaisir, parce que quand on se professionnalise, en fait, la musique, c'est du travail. C'est laborieux, c'est de la sueur, c'est pas des moments que de plaisir. Et donc moi, assez vite, j'ai voulu en faire qu'un plaisir. Donc forcément, on atteint un plafond de verre, parce que le travail, il faut toujours travailler pour évoluer, s'améliorer et aller vers et tenter de frôler la perfection. Donc moi, très vite, je me suis dit, je vais garder ça pour le plaisir. Et puis après, je vais me tourner vers le management artistique, vers l'organisation de concerts, de festivals, et ça, je vais en faire mon métier. D'accord, ok. Et les études? Et donc les études, donc c'est musicologie en licence à Tours. Et à ce moment-là, j'apprends vraiment la musique. D'abord l'histoire. L'histoire de la musique? Oui, c'est très porté sur l'histoire de la musique. Puis après, il y a quand même la composition, l'écriture. Mais la musicologie, l'intérêt que j'y ai trouvé, en tout cas, c'est vraiment comprendre toute l'histoire de la musique. Alors d'abord de la musique occidentale, enfin la nôtre, quoi, du continent européen, et puis des pays occidentaux.
Et puis je me suis pris de passion aussi pour la musique d'ailleurs. Il y avait un cours passionnant d'ethnomusicologie avec un prof qui partait en voyage dans des contrées complètement extrêmement lointaines avec justement on va chercher les groupes de personnes, les communautés les plus éloignées du monde occidental et qui ont gardé une musique qui n'a rien à voir avec notre système occidental qu'on appelle le système tonal principalement. C'est comme ça qu'on écrit, c'est comme ça notre langage musical dans le monde occidental. Donc voilà, qui vont découvrir des façons de faire de la musique qui sont complètement différentes de la nôtre. Et ça, j'avais trouvé ça passionnant. Et donc voilà, j'ai fait une licence de musicaux et après les débouchés étaient quand même pas incroyables. Parce que musicologie, soit on devient prof de musique. Et c'est vrai qu'il n'y a pas un nombre de postes énorme. Ça m'aurait plu, je crois, d'être en face d'élèves et de leur apprendre les choses de la musique. Après, soit on commence à aller plus loin, on commence à faire des thèses. Mais alors là, par contre, c'est une vraie galère parce qu'il y a très peu de thèses qui sont financées en sciences humaines et en musicologie. Encore moins. Donc je suis allé vers l'administration culturelle. C'est là où j'ai bifurqué vers... Enfin, j'ai pas bifurqué, c'est une évolution. Je suis parti en master d'ingénierie culturelle, ça s'appelait, parce que l'ingénierie est devenue un terme à la mode, donc on l'a appliqué aussi à la culture. Donc je suis parti à Paris, puis à Bordeaux. D'accord. Tu penses qu'aujourd'hui, en tant qu'organisateur de festival, c'était obligatoire que tu aies ce parcours de musicologue ? Oui. Enfin, maintenant, oui, j'en suis assez sûr. Je trouve que c'est très bien d'avoir une base théorique où on se concentre sur le contenu de ce qu'on va défendre après. Et ce qu'on va défendre après, évidemment, il faut apprendre plein d'autres choses que le contenu. Quand on veut organiser quelque chose, il n'y a pas que la musique, même si c'est le fond. Il y a évidemment après l'administration, la production, la communication, etc. Mais oui, je suis de plus en plus convaincu d'ailleurs, parce qu'on est dans un monde qui quand même est de plus en plus en surface, où on ne s'attache pas à aller au fond des choses et à comprendre la mécanique des mondes et des choses, quoi. Et donc faire musicaux, ça m'a apporté un bagage énorme pour saisir de quoi je parlais, en fait, finalement. Donc oui, un grand oui, en fait. Pourquoi tu penses qu'on va pas au fond des choses ? Parce que je crois que oui, on va de moins en moins au fond des choses. Alors là, on va partir dans des grandes considérations philosophiques de comptoir, mais je crois que oui, notre monde est quand même très dans l'instantanéité, de plein de façons différentes, parce que alors voilà, je vais cibler les réseaux sociaux, mais les réseaux sociaux en est une explication, ou en est une résurgence finalement, mais on s'attache de moins en moins à... on va aller de plus en plus vite, en fait. De plus en plus vite, ouais. Je crois que la sensation d'un monde qui va extrêmement vite nous demande en fait de plus s'accrocher à quelque chose, à un rocher, à essayer de comprendre où on est assis, de quoi on est fait, et qu'est-ce qui tourne autour, et on est tout le temps dans une vitesse permanente qui nous oblige à pas s'arrêter à comprendre, en fait. Donc je crois qu'on est dans un monde comme ça. J'espère que ça va ralentir. Pareil, je me demandais si la vitesse était un progrès, mais je crois que je suis maintenant de plus en plus convaincu que, en fait, non. Aller de plus en plus vite, c'est ce qu'on a voulu et c'est ce qu'on a cherché dans le progrès humain. Mais je crois qu'aujourd'hui, on se rend compte que ça atteint ses limites, mais ça atteint ses limites même dans l'intelligence humaine et l'intelligence collective. Je ne crois pas qu'on crée de l'intelligence en voulant aller toujours trop vite, quoi. On va trop vite, en tout cas, je pense. Et quel est ton rapport, toi, avec les réseaux sociaux ou avec ton téléphone ? Tout en te critiquant de ça, je suis extrêmement connecté. Je passe 20 heures sur les réseaux sociaux. Je regarde mon écran d'iPhone. Non, je passe pas 20 heures, mais quand je regarde mon écran d'iPhone tous les lundis matins qui envoie un rapport hebdomadaire de la consommation de l'écran, je tombe des nues et en déprime. T'arrives à couper un peu ou pas ? Non, absolument pas. Non, donc parce que j'ai un métier qui est... Je suis agent de musicien, je suis organisateur de spectacles. En fait, mon principal outil de travail, c'est l'écran, que ce soit l'écran d'ordinateur ou l'écran de téléphone. Et c'est le moyen de communication principal aujourd'hui, les écrans. Donc évidemment, je suis collé à mon écran. Après, il y a par exemple des pratiques sur les écrans où j'essaie de me contrôler. Il y a par exemple les vidéos maintenant qui sont très présentes sur les réseaux, qu'on voit défiler, ce qu'on appelle, je crois que c'est scroller. Ça, j'évite, parce que c'est d'une addiction absolument totale. Enfin, moi, je peux rester complètement hypnotisé, et quand
mais qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de regarder quelqu'un qui visse une planche ou un chat qui... Enfin bon, bref. Et on se dit, mais c'est bizarre quand même. Et donc, tu pars à Paris et Bordeaux, c'est ça, pour tes études? Et je pars à Paris et Bordeaux pour mes études. Ouais, je fais mon Master 1 à Paris, puis mon Master 2 à Bordeaux. L'arrivée sur Paris, comment ça se passe? Je crois que j'ai trouvé à Paris ce que je ne trouvais pas à Argenton. C'est-à-dire, d'abord la concentration, où Paris, c'est une ville d'une concentration dingue, hein, ça fait partie des villes les plus concentrées, hein, je parle en population. Donc je découvre cette concentration très forte, cette activité très concentrée. Évidemment, quand on est dans la culture, c'est un paradis, quoi. On débarque là-dedans, il se passe, enfin, on veut faire une sortie, je sais pas, de tel concert ou de telle exposition ou de tel sujet, on trouve à Paris en fait. Tout existe. Il y a des expos, des concerts qui te marquent à ce moment-là quand tu arrives? Oui, y a, quand on est dans la musique classique, oui, quand on débarque. Moi, c'est la Philharmonie, c'est plus récent, mais l'ouverture de la Philharmonie de Paris, oui, ce lieu incroyable m'a marqué, quoi. Je veux dire, ça. Mais après, oui, l'opéra Bastille, mon premier opéra à Bastille, pareil. C'était la flûte enchantée de Mozart, d'ailleurs, on revient à mes premiers amours. Et pareil, ça m'a marqué. Et puis après, les concerts au Petit Faucheux, enfin, les boîtes de jazz aussi, ce monde-là qu'on voit à travers un peu quand on vient d'une petite ville, qu'on rêve un peu, et puis là qu'on côtoie, en fait, on touche et on se dit ah oui, ça existe, c'est génial. Là, je suis en train de voir un concert de jazz dans un des lieux mythiques de Paris, dans une toute petite salle où c'est vraiment un caveau, en fait, ces lieux mythiques. Et on est 30 là-dedans, avec une fumée, enfin, tout ce qu'on s'imagine. Enfin voilà, il y a eu plein de choses qui m'ont marqué. Et là, tu as l'idée de faire venir cette culture-là ici, à Argenton? Je suis assez peu sur la culture descendante. Paris doit descendre son bagage culturel, parce que je crois beaucoup au territoire et au fait que les gens qui vivent sur un territoire ont sans doute plus à apporter. Plus de légitimité, tu penses? D'abord plus de légitimité, puis aussi parce qu'ils connaissent le territoire, sa population, ils comprennent mieux comment amener la culture sur le territoire en question, justement. Après, oui, il y a des mallettes d'outils qu'on peut avoir à Paris et qu'il faut faire descendre en région, comme on dit. On dit maintenant en région. Alors maintenant, avant, c'était en province. Les territoires, etc. Donc non, j'ai pas cette volonté de descendre. J'ai profité d'être à Paris pour m'infuser de cette vie culturelle foisonnante. Et effectivement, c'est pas la rendre à Argenton, mais c'est juste que on y découvre des choses, effectivement, et qu'on a envie d'amener. Oui, mais tu as raison, dans un sens, on a envie d'emmener certaines choses à Argenton, oui. Mais donc voilà, je vis encore entre Paris et Argenton, et parce que Paris, il y a une partie de mon activité. Donc il y a cette vie culturelle foisonnante, et puis il y a ce côté perdu au milieu de tout le monde, qu'il n'y a pas à Argenton. C'est comme c'est une grande famille, enfin voilà, tout le monde se côtoie, se connaît. Et à Paris, c'est vrai que c'est quand même sympa d'être un peu... Tu penses que c'est sympa d'être plus anonyme là-bas, en fait? Je pourrais pas vivre à Paris, et à choisir, je préfère Argenton et la proximité et la taille humaine d'Argenton. Mais c'est vrai que ça fait du bien d'aller à Paris et de descendre du train et de se dire voilà, il y a une nuée humaine qui descend du train, et puis voilà, bienvenue à Paris. Tu vas croiser des centaines, des milliers de personnes que tu ne recroiseras plus jamais. Et à ce moment-là, tu as l'idée d'être agent tout de suite? C'est une rencontre qui me donne cette envie d'être agent. Je termine mes études et je rencontre un musicien qui était enseignant au conservatoire de Châteauroux, enseignant d'accordéon, qui s'appelle Félicien Bru. Et avant ça, je faisais tourner des copains, des musiciens aussi, mais c'était plus ambiance de copains. On tourne l'été pour faire des concerts et s'amuser. À ce moment-là, je faisais juste l'organisation et eux, ils faisaient les concerts. Donc il y avait déjà quand même ce rôle d'agent, de management. Mais vraiment, ce qui m'a tourné professionnellement vers le management artistique ou devenir agent, c'est cette rencontre avec Félicien, où je suis tombé littéralement amoureux de son instrument, alors que je le détestais. Donc ce coup de foudre musical, je l'ai rarement ressenti. Je me rappelle, c'était à Belle-Île, c'était à la Guinguette, et il jouait, je crois qu'il faisait un concert de tango,
avec 2 musiciennes, Brigitte et Nina. Et j'ai dit, et c'était Brigitte, la pianiste, qui me dit mais viens voir ce musicien, il est incroyable, etc. Et je me rappelle, j'ai hésité à y aller, vraiment en me disant mais l'accordéon, ça m'emmerde, avec tous les a priori que j'avais sur l'instrument évidemment. Et en fait j'ai débarqué dans cette guinguette et j'ai fait ah ouais. Ah ouais, on peut jouer de cet instrument comme ça. Donc je suis tombé amoureux du musicien de Félicien parce que je trouve que c'était un musicien incroyable et de son instrument. Et donc à ce moment-là, on commence à travailler ensemble. Je fais tourner ce fameux groupe ce trio dédié à Piazzolla, en fait, un des compositeurs argentins les plus connus de la musique classique et qui s'est énormément inspiré du tango, sa musique populaire. Et à ce moment-là, on commence à faire des concerts. Là, je l'ai fait tourner beaucoup dans le Berry. Et avec Félicien commence cette histoire très très forte, où en plus je le retrouve au-delà de sa qualité de musicien, je le retrouve sur plein de qualités humaines où on se correspond en fait finalement, et on se complète. Et donc là naît une relation de travail et d'amitié très forte. Et Félicien décide, enfin alors ça c'est encore se décide ou je le décide, on sait pas trop qui la faute à qui, mais à en faire son métier vraiment de concertiste et de ne faire que des concerts et d'arrêter le conservatoire qui avait quand même l'avantage, le conservatoire, d'être stable finalement. Une sécurité. Ouais. Et là, saut dans le vide, je me lance dans la musique, on se lance dans la musique. Et donc évidemment, le passage obligé pour faire ça, c'est d'aller à Paris parce que malheureusement, c'est parce que Paris est très pratique, parce que c'est proche de tout finalement. Donc beaucoup de musiciens vivent à Paris. Donc c'est là où on se fait son réseau, on peut vraiment... on peut sans doute, oui, plus facilement percer en quelque sorte. Donc ils décident d'aller à Paris, on décide d'aller à Paris et débute l'aventure parisienne et l'aventure d'agent artistique. Mais pratiquement, tu fais quoi? Tu prends des locaux, tu montes une boîte? Non, à ce moment-là, on part vivre à Paris, mais je prends un appartement. Et c'est après que Félicien et moi, on rencontre des agents qui s'appellent Clémentine et Clément, et Marine d'ailleurs, qui s'occupait de la production à ce moment-là, qui est devenue agent, bref, qui ont une agence qui s'appelle l'Agence. Et c'est à ce moment-là qu'il y a une structure aussi qui vient. Et donc moi, je rentre dans l'agence en tant qu'agent. En tant que salarié? Pas salarié, on est tous indépendants. D'accord, ah, ok. Ouais. Et Félicien en tant que musicien, évidemment, en tant qu'accordéoniste. Et donc c'est là où j'officialise ma fonction d'agent, puisque avec Félicien, ça a été plus un binôme. J'ai vu vraiment comme un binôme. Et je me disais pas agent quand je travaillais exclusivement et uniquement pour Félicien, ce que je fais encore beaucoup, j'accompagne principalement Félicien, mais en rentrant à l'agence, oui, c'est là à ce moment-là que je porte l'étiquette d'agent. Ouais. Qu'est-ce qui t'étonne le plus quand tu arrives à l'agence? Qu'est-ce qui m'étonne le plus? Ouais. Je sais pas, pas grand, je sais pas si ça m'a surpris. En fait, ce qui m'a surpris, c'est un peu bête, mais c'est parce que on travaillait beaucoup en binôme, justement, comme je te disais, et à ce moment-là, je me rends compte que en fait, ils ont les mêmes problèmes que nous, ces agents, avec les musiciens avec qui ils travaillent. Et c'est pas, ça me surprend, mais ça me fait du bien en fait de me dire en fait, on a les mêmes problèmes, et de pouvoir partager sur les problèmes qu'on a d'évolution de carrière pour tel artiste, comment traverser tel écueil, comment surmonter tel défi, telle embûche, etc. Et en fait, je découvre qu'il y a beaucoup de choses semblables. Donc, je suis plus soulagé que surpris finalement à aller à l'agence. Ouais. Ouais. Alors, je sais pas si le mot correspond, mais tu te crées un catalogue d'artistes à ce moment-là? En fait, je garde vraiment, je m'occupe toujours principalement de Félicien. Et après, comme finalement, en travaillant pour Félicien et Félicien tournant justement dans beaucoup de festivals ou de salles, je me crée un réseau en fait finalement de programmateurs et de programmatrices. Donc l'idée c'est plutôt que, en rentrant à l'agence, au lieu que Félicien se produise à un endroit, évidemment il peut pas se produire l'année prochaine parce qu'il peut pas y aller tous les ans, et ben à ce moment-là je peux glisser d'autres noms du catalogue de l'agence, d'autres artistes que j'ai envie de puisqu'en plus c'est que des artistes géniaux, enfin vraiment en plus dans cette agence, il y a Thomas Enko par exemple en pianiste classique jazz, il y a Alexandre Taron en pianiste, il y a Thibaut Garcia à la guitare, il y a un nombre incalculable de musiciens que j'admire, donc en plus je suis très content de pouvoir glisser ce nom et de pouvoir faire profiter de tout ça. Les agences sont spécialisées dans un type de musique ou
Pas. Oui, justement là je t'ai cité quelques instrumentistes. Disons qu'il y a deux réseaux, principalement en musique classique je parle. Il y a le réseau lyrique et de chefs d'orchestre. Parce que là c'est des grandes maisons, donc forcément il faut tout de suite être beaucoup plus tourné à l'international. Faut connaître les grandes structures parce que c'est là où vont se produire des artistes lyriques pour des productions, des opéras, et des chefs d'orchestre pour aussi des opéras, mais pour de la direction d'œuvres symphoniques, bref. Et il y a le réseau plus d'instrumentistes, où là, c'est un réseau plus riche dans le sens où ça peut être la petite association qui a son petit festival dans un coin de la France, comme une salle pluridisciplinaire, type la scène nationale d'Equinox, par exemple, qui programme de la musique et parfois de la musique classique, comme des festivals, comme des petites salles. Bref, il y a une multitude de structures finalement. Et donc c'est deux réseaux un peu différents. Ah, ok, d'accord. Comment naît du coup les Intemporels ? Alors ils naissent, ils ont déjà en fait en quelque sorte 11 ans. Le festival a été créé en 2012 et s'appelait le Festival Debussy. Et en fait était dédié à ce compositeur fondamental, j'ai envie de dire, de la musique française. C'est créé par deux choses, par la volonté de la mairie d'avoir un festival classique, par la volonté de la Spedidam, qui est une société civile qui défend les droits des artistes-interprètes, et donc qui avait créé un réseau de festivals en France. Ils voulaient aider à la création de festivals. D'accord. Et ils avaient envie qu'un festival soit dédié à Claude Debussy. Il n'y en avait pas en France, alors que c'est quand même oui, ça fait partie des principaux compositeurs français. Et donc voilà, cette rencontre-là est née de cette rencontre le Festival Debussy. À mesure que le festival a grandi et à mesure que les éditions ont passé, le problème, les limites du Festival Debussy, c'était principalement justement ça, c'est que Argenton-sur-Creuse et Debussy n'ont rien à voir. Rien à commun. Non. Debussy n'a jamais mis les pieds à Argenton. On a cherché. Hein. Parce que justement, à ce moment-là, on se dit, mais en musique classique, c'est un peu bête en même temps, hein, mais il faut toujours trouver une résonance avec le lieu. Donc, si je donne Chopin par exemple et qu'on parle du Festival de Nohant, c'est parce qu'il a composé ses plus grandes œuvres, parce qu'il est allé y vivre aux côtés de Georges Sand. Donc bon, voilà, il y a la résonance avec le lieu. Et c'est vrai que quand on rentre dans le domaine de Georges Sand et qu'on se dit Chopin a été là et a écrit une grande partie de ses plus grandes œuvres, oui, ça fait quelque chose. Bon, Argenton et Debussy, on n'avait rien à raconter, ce qui était pénible un peu. Et la deuxième chose, c'est qu'ensuite le réseau Spedidam, la Spedidam est sorti pour différentes raisons, mais voilà, ça s'est terminé. L'histoire s'est terminée entre la mairie et la Spedidam. Et s'est posé la question de continuer le festival ou de l'arrêter, parce que la Spedidam venait aider quand même financièrement, de façon conséquente, le festival. Et on a décidé, avec la petite troupe de ceux qui l'organisaient, de le faire continuer. On a fait encore une édition pour faire les 10 ans de Debussy. Mais par rapport à nos appétences musicales, moi, c'est pas que la musique classique, et puis mes collègues, Bruno, Lola, ils viennent pas de ce monde-là. On s'est dit, en fait, on va faire dialoguer les musiques plutôt. Et en fait, c'est ce qu'on avait déjà fait, en quelque sorte, dans les dernières éditions du Festival Debussy, parce qu'on croisait Debussy avec le jazz, avec la musique du monde, et on s'est rendu compte qu'il y avait un public nouveau qui venait et qui était curieux. Et en fait, c'était surtout ça qu'on avait envie de développer, c'est cette curiosité, c'est de souligner la curiosité, de la mettre en exergue. Et pour ça, il faut toujours faire un pas de côté. Donc le public de musique classique qui aime que la musique classique, dans le festival maintenant des Intemporels, on les invite à découvrir une autre musique, comme ceux qui écoutent que de la musique électronique, de découvrir une autre musique. Et c'est le principe fondateur des Intemporels. On l'appelle Festival des musiques curieuses ou Rencontre des musiques curieuses. C'est cette idée que la curiosité n'est pas un vilain défaut. D'où vient le nom, Intemporel ? Et du coup, on a cherché. Ça vient d'un. Je sais pas, d'un. Je me rappelle plus. Je crois que c'est moi qui ai eu l'idée. Je me suis réveillé un matin où j'ai dit tiens, c'est joli les Intemporels. On cherchait un truc. En fait, je voulais chercher un truc beaucoup plus poétique pour justement
se libérer de la figure tutélaire de Debussy, même si elle est extrêmement inspirante. Hein. Mm. Mais voilà, quelque chose où ça laisse le champ libre à tout. Et en même temps, ça ramène à qu'est-ce qui rend les choses intemporelles, et donc aussi aussi un peu à la musique classique, c'est-à-dire aux œuvres et aux musiques qui ont traversé le temps. Et donc les intemporels, ça me paraissait joli, en fait, tout simplement poétique, évocateur, voilà, de qu'est-ce qui laisse une trace, et la musique, pour ça, c'est beau, ça laisse toujours une trace, je trouve, même dans nos vies intimes. Finalement, c'est très intemporel, la musique. D'un seul coup, on écoute une musique et ça nous replonge. C'est aussi fort que la Madeleine de Proust, je trouve. Le goût, l'odorat, certes, c'est quelque chose de très fort, mais je trouve que l'ouïe et la musique, surtout, ça ramène à un sentiment, ça ramène à un moment. C'est très très fort. C'est comme la voix. C'est comme la voix, oui. C'est comme la voix des podcasts. Ouais, bah oui, tout à fait. Ouais. Pareil. Non, mais Ouais. c'est vrai. Il y a une émotion qui passe avec la voix. Complètement. Le son tout seul, la voix, le timbre. Du coup, ça nous construit et ça devient des marqueurs intemporels, finalement, les musiques qu'on écoute durant sa vie. Donc voilà, c'est ce côté-là qu'on voulait mettre en avant. D'accord. Tu te souviens de la première édition? Ah bah c'était l'an dernier, on est à la deuxième, donc ça va. Tu t'en souviens? Je subis d'amnésie. Ça s'est bien passé, écoute. Je parle un peu vite, ça s'est pas bien passé, ça s'est plutôt bien passé. Il y a eu deux choses. D'abord, au niveau... globalement, le secteur culturel, quand même, à la reprise du Covid, ça a été laborieux. On oublie vite, c'est vrai. Ouais, on oublie vite. Ah bah le Covid, on oublie vite, oui. Alors ça, on est très amnésique sur le Covid. Enfin, moi en premier, j'ai complètement oublié cette période de vide. Qu'est-ce que je disais? Oui. C'était assez bien passé. Ça s'est assez bien passé, voilà, pour deux raisons. Merci de me ramener. Ça a été laborieux le secteur culturel, parce que les gens, je pense qu'à la sortie du Covid, ils avaient juste envie d'une chose, c'est de faire la fête, de se retrouver, de retrouver les gens qu'ils connaissent, qu'ils avaient perdu de vue. Et donc les gens n'avaient pas du tout envie d'aller dans une salle noire, dans un cinéma, découvrir une œuvre. Ils avaient envie de se recentrer sur retrouver les gens qui aiment, sur les liens, et sur les liens, et faire la fête. Donc les festivals qui traînent musique festive ont marché, quoi. Mais alors nous, comme on est justement sur cet aspect curieux, venez être curieux. Bon, les gens n'avaient pas forcément envie. Là, c'était pas le moment. Et en plus, on a changé de nom, donc on s'est pas aidé. Les gens sont revenus sur les chemins de la découverte, les chiffres qu'on a, là je te parle parce que tu vas sortir ton podcast, on sera en plein festival, je crois. Ouais. Donc j'espère, ça marche d'enfer. Vraiment, il y a un monde fou, c'est noir de monde. Non, mais pour l'instant, les chiffres de billetterie sont hyper encourageants. Donc je pense qu'on va vivre une deuxième édition qui va être super. Les lieux de concert, c'est où? Il y a deux séquences. Il y a une séquence qui est itinérante, qu'on appelle hors les murs. Donc là, on va rencontrer des lieux emblématiques de notre Berry. Donc il va y avoir l'église du Menou, la fontaine antique d'Argenton-Magus, et puis le château du Courbat. Et donc là, l'idée, c'est d'avoir une proximité très forte entre public et artiste. Donc c'est vraiment un seul artiste, un seul instrumentiste, et un public un peu de poche. Hein, c'est des petites jauges éclairées aux chandelles dans un lieu emblématique pour essayer de créer le lien le plus fort entre le musicien, l'instrument et le public. Ça, c'est la séquence itinérante, et après il y a la séquence sédentaire où on se pose dans les jardins de la Grenouille, qui sont des jardins paysagers qui sont très sympas, qui se trouvent dans le secteur ce qu'on appelle des marais. Et là, c'est 4 jours de concert avec un thème journalier qui permet d'avoir un fil rouge qui amène les musiques justement à dialoguer entre elles. D'accord. Comment tu trouves les artistes? Comment je les trouve? Je les cherche. Comme tu les cherches, ouais. Et ben d'abord justement dans cette curiosité qu'ils ont, parce que parfois il y a des artistes qui sont pas vraiment curieux. Donc je cherche des artistes qui sont très curieux et qui sont intéressés par toutes les musiques. Ça me paraît hyper important quand on veut les programmer dans ce type de festival où justement le dialogue est roi. Donc c'est d'abord ça, c'est un parcours jonché
justement, encore une fois, de curiosité, de choses un peu bizarres. C'est pas des parcours tout faits, tracés. Voilà, je cherche des artistes qui ont Ouais. une singularité D'accord. dans leur parcours musical. C'est la première des choses. Mm. Et après, comment je les trouve, on va il faut assez traditionnellement, on va écouter ce qu'ils font en concert. Et après, il y a tout par les vidéos, par les rencontres. Bref, il y a mille et une façons de chercher des artistes. Et après, surtout, le travail du programmateur ou du directeur artistique, c'est de raconter une histoire. Donc après, on aurait mille et une choses à programmer, mille et un artistes à programmer. Après, c'est que ça rentre en cohérence avec ce qu'on veut nous raconter. C'est ça le plus intéressant dans le travail du directeur artistique, du Ouais. programmateur, c'est d'essayer de raconter une histoire. Et quand on a un côté artistique assez poussé comme toi, c'est un problème de s'occuper de l'équilibre économique du festival? Ah oui, Ou c'est inhérent au métier, puis c'est le nerf de la guerre. Même. c'est un côté laborieux ou tu prends du plaisir quand même à aller chercher des sponsors, Ouais, des ouais. partenaires? Non, je prends plutôt du plaisir. Oui, non, c'est plutôt une partie du travail qui me plaît aussi. Enfin, D'accord. j'ai une phrase assez belle que quand j'ai commencé à travailler, d'un de mes collègues, enfin c'était mon supérieur, quand j'ai commencé à être coordinateur local du festival de Bussy, il y avait un coordinateur général, il m'a dit une chose assez belle, il m'a dit un coordinateur ou directeur artistique, il a la tête dans les nuages et les pieds sur terre. Et donc j'adore avoir la tête dans les nuages à découvrir des artistes et j'aime aussi avoir les pieds sur terre à une réalité économique qui évidemment ramène toujours sur terre. Ou même le public. Finalement, le public, il vient d'un territoire. On peut pas faire découvrir que ce qu'on aime. En fait, ça aussi, ça serait trop facile. Il faut aussi amener des choses que les personnes aiment, mais aussi leur faire découvrir des choses qu'ils ne connaissent pas. Bref, il y a tout ça, et je trouve que c'était assez joli la phrase qu'il m'avait dit. Quel enseignement tu tires de ces années d'organisation de festivals? En fait, de plusieurs façons. D'abord, en accompagnant les artistes avec ma casquette d'agent, j'ai découvert aussi plein d'organisations, plein de festivals, parce que j'ai beaucoup accompagné Félicien, notamment dans ses concerts. En fait, j'adore la mécanique humaine d'un festival. Parce que je trouve que c'est fou que ça passe de quelque chose qu'on imagine dans sa petite tête ou dans un cercle très resserré. Je parlais tout à l'heure de Lola et Bono. Voilà, on est une équipe festival, on se compte sur les doigts d'une main. Et arriver le jour J où l'organisation correspond à plus d'une centaine de personnes. Et ce gap, cette marche énorme de penser quelque chose de façon très resserrée et d'un seul coup que ça devient une fourmilière, je trouve que ça apprend beaucoup sur comment faire en fait, c'est comment créer un monde en fait. Les festivals, c'est quand même, on part de rien. On arrive le lundi, on voit les jardins de la Grenouille et on fait bon bah c'est parti quoi. Il y a un objectif commun. Plus. Oui, exactement, où tout le monde est dans le même bateau. Cet objectif, voilà, on regarde c'est pas un lieu en friche du tout, hein, mais ce joli jardin et on se dit en fait là maintenant il va y avoir 800 personnes dans une semaine, c'est parti, on se retrousse les manches et on y va. Et je trouve que l'expérience humaine en fait, dans un festival, c'est l'expérience humaine qui est très forte. En fait, c'est très puissant. Je trouve que c'est un vecteur de cohésion. Oh bah énorme. Oui, ça de cohésion, c'est certain. Et puis de découverte de l'autre. En fait, on apprend plein de choses sur l'humain, en fait. Et il y a la gestion des bénévoles, j'imagine. Oui. Aussi. Et puis en plus, tout le monde n'est pas. En plus, on gère l'humain de façon très différente parce qu'un bénévole, il vient bénévolement. Donc déjà c'est merveilleux. En fait, je me dis que quand j'ai un bénévole, je me dis la chance que j'ai que quelqu'un vienne se consacrer à ce festival pendant une semaine durant bénévolement et qu'il y mette tout finalement que de l'envie, de l'amour pour cet événement. Et après, il y a les salariés, et après, il y a les artistes. Et chacun a des fonctions qui sont bien particulières, qui demandent, quand on est directeur artistique, coordinateur, d'être un peu caméléon, parce qu'on ne peut pas demander la même chose à un bénévole de la même façon. Parfois, il faut exiger des choses
Bref, tout ça en fait, ça apprend beaucoup sur sa capacité à, à se mouvoir parfois dans le. Enfin, je sais pas. Ouais, c'est un management C'est un à management plusieurs facettes. Ouais. Ouais, très particulier. Mm. Parce qu'il y a le management strict où dans une entreprise, c'est des salariés, c'est et puis descendant, ouais. c'est très descendant, pyramidal, et puis avec des organes, des instances qui permettent, voilà, que tout ça fonctionne. Un festival, c'est pas du tout ça. C'est l'antithèse, je crois, c'est la pyramide. C'est la pyramide inversée, c'est-à-dire que enfin, vraiment, s'il n'y avait pas nous 50 bénévoles au début du festival, on se dirait que c'est la mission est impossible, quoi. Donc en fait, je pense que c'est presque un peu inverse. Et puis il y a même au-dessus de nous, il y a le public, quoi. Il y a le public et les artistes. En fait, on fait tout ça pour deux choses. On fait principalement pour les artistes et le public, en fait, pour qu'il y ait cette rencontre qui est absolument magique et unique d'un public avec un ou des artistes. Donc oui, c'est une expérience folle. Ouais. Ouais, génial. Clément, on va arriver au terme du podcast. On papote. Hein. On papote depuis un petit moment, ouais, tu vois. J'ai quelques dernières questions. Oui. Je voudrais savoir quel conseil tu donnerais Oula. à un petit garçon ou une petite fille qui voudrait faire le même métier que toi. C'est la première fois, je crois, que je me pose la question. Qu'est-ce que je dirais ? Ça doit être cool comme métier. Alors, voilà. Alors, bon, c'est vrai. Alors, il y a ce côté, c'est cool. Parce que, ouais, c'est cool. C'est cool. Alors, cool. En fait, je dirais, c'est pas cool. Peut-être c'est ça le conseil. C'est pas cool. C'est beaucoup de patience, c'est du travail. C'est aussi la moitié, voire les trois quarts, voire 80% des choses qui se réalisent pas. On est parfois dans des choses qui se concrétisent pas beaucoup. C'est parfois beaucoup de frustration. T'as plus d'échecs que de succès ? En tout cas, de choses qui se font pas. Après, et puis après des échecs, oui. C'est très formateur aussi. Mais ce que je dirais, je lui dirais, c'est pas cool. Mais alors, par contre, la puissance quand tu réalises ton événement et que tu vois que ça se réalise sans que tout se passe bien, que les gens sont heureux, que les artistes le sont aussi, et que c'est un moment magique. C'est pas que c'est cool, c'est éminemment puissant. Enfin, je veux dire, c'est quand on recherche le bonheur, là, tu seras sûr de le trouver. D'accord. Voilà. Ok, bonne réponse. Est-ce que tu as eu on en parlait, est-ce que tu as eu des échecs dans ta vie ? Alors, c'est pas trop l'échec tu vois, qui m'intéresse, mais c'est comment tu as rebondi par rapport à cet échec ? J'ai pas connu d'échecs vraiment cuisants, mais plein de petits échecs. Et je m'en suis toujours sorti par la force et puis des échecs personnels en fait aussi. Hein. Faut pas parler que des échecs pro, mais oui, bien sûr. Donc des échecs personnels, oui, bien sûr, des ruptures, des choses qui font que par exemple on se dit que la vie est moche. Et c'est dans c'est dans la force de l'autre d'abord qu'on se relève et puis qu'on s'élève à nouveau. Donc j'ai appris beaucoup ça dans mes échecs, c'est que qu'est-ce que c'est bien d'être pas seul en fait, et que l'autre vienne te relever et te donner te dire eh ben regarde un peu et ce que tu as fait, et c'est grâce à l'autre que finalement tu apprends de tes échecs, que tu sais qu'il faut pas les reproduire de telle façon et que tu apprends sur toi. Donc les échecs ça apprend énormément et ça resserre énormément les liens à l'autre, je pense. Et un succès donc tu es vraiment fier, ou là tu t'es dit là c'est pas mal? Félicien, oui, vraiment. Ouais. Les intemporels, je te dirais, parce que là, je suis tellement le nez sur cette édition que je touche plus du bois que de dire. Donc, je verrai. Mais ce Félicien, oui, oui, parce qu'il est devenu un instrumentiste reconnu du milieu classique, et je suis très fier de l'avoir accompagné. Et c'est évidemment pas grâce à moi. C'est surtout grâce à lui, mais c'est un succès collectif quand même. Enfin, je sais qu'on n'aurait pas pu le faire. Je sais que c'est quand même ce binôme-là qui a fait que il en est arrivé là, on en est arrivé là, et je suis très fier de cette histoire humaine. Super. Qu'est-ce que tu écoutes en ce moment, dans ta voiture ou dans ton salon ? Là, je réécoute pas mal les artistes qui vont se produire. Ouais. Je suis plutôt à me concentrer en me disant le stress de me dire en fait j'ai pas écouté assez les artistes que je programme. On a ce truc peu parfois oui on n'a pas, et donc là je réécoute tout bien,
Tout pour te rassurer? Ouais, pour me rassurer, pour savoir si j'ai pas fait. C'est trop tard, hein, mais oui, je me replonge et puis je me plonge dans l'ambiance aussi du festival finalement. Ouais. Je me dis ça va être ça va être bien ou parfois peut-être pas bon. Voilà, je rumine. Il y a des choses de dernière minute que tu dois gérer. Ah oui. Un exemple par exemple. En festival, il y a toujours des choses de dernière minute. Ça va de la machine à billard qui fonctionne pas à d'un seul coup le préfet arrive ou la ministre de la Culture dit qu'elle vient. Enfin, ça peut être ce genre d'histoire. Donc ça peut être des petits trucs, des petits riens, mais quand même, quand une machine à bière tombe en panne, enfin quand une tireuse tombe en panne, c'est quand même un drame. Comme d'un seul coup le cabinet d'un ou d'une ministre dit on débarque, tu descends. Et puis ils le disent toujours 3-4 jours avant parce que c'est des gens extrêmement organisés. Non, mais en même temps ils gèrent des agendas de ministres, c'est pour ça qu'on mais donc d'un seul coup on se dit ou l'affluence par exemple du monde, d'un seul coup il y a beaucoup de monde qui arrive sur place pour aller au concert, on se dit oh là là faut gérer un complet, enfin bref il y a plein de trucs. D'accord. On n'a pas parlé de cinéma. De cinéma, tiens. Ouais, alors que moi j'aime beaucoup ça. T'es un cinéphile. Ouais, et est-ce qu'il y a un film, toi, qui t'a marqué? On va rester sur le thème de la musique classique, de l'œuvre de Stanley Kubrick, vraiment, parce que j'ai regardé dans mes années lycée. Oui, ça m'a vraiment marqué, et il y a eu Barry Lyndon, qui est un film que j'ai Barry Lyndon. que j'ai vraiment adoré. Et puis toute l'œuvre de Kubrick, je crois que je dirais l'œuvre de Kubrick qui m'a le plus marqué. D'accord. Super. Dans ma vie. Clément, j'ai toujours la même question sur le podcast. Ah oui. Quel est ton endroit préféré en Berry? Je crois que c'est le bord de Creuse que tu vois derrière toi, d'ailleurs, la carte postale un peu argentonnaise des bords de Creuse avec les maisons qui surplombent la Creuse, la Bonne Dame au-dessus. Enfin voilà, il y a ce paysage un peu intemporel, justement, incontournable d'Argenton qui, quand je m'éloigne un peu d'Argenton quelque temps et quand je reviens là, je me dis en fait je trouve ça toujours super beau, je m'en lasse pas. Et donc je crois que c'est l'un de mes endroits préférés. D'accord, super. Merci Clément en tout cas. Merci à toi, c'était un plaisir. Pour cette conversation. À bâton rompu. Mais c'est le principe du podcast. Merci Clément. Bon, merci à toi. Et bon festival. Merci. Salut. Hello, j'espère que cette conversation avec Clément vous aura intéressé. Vous trouverez sur Facebook et LinkedIn quelques liens évoqués lors de cet épisode. Je vous donne rendez-vous au festival Les Intemporels d'Argenton-sur-Creuse. Les liens seront sur mes réseaux. Merci encore pour tous vos messages d'encouragement et à tous les auditeurs qui parlent du podcast Goodberry autour d'eux et qui partagent les posts. Je vous retrouve lors d'un prochain épisode avec un invité là encore très inspirant. D'ici là, portez-vous bien et inspirons-nous.